On va revenir sur ces actualités avec vous, Pierre Ouzoulias, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Avant de parler des dernières consultations de Sébastien Lecornu, on va regarder 3 unes de la presse régionale. D'abord la une de Paris-Normandie, moins nombreux, plus déterminés que jamais. L'influence était nettement moindre que lors de la manifestation du 18 septembre hier, mais les participants étaient bien décidés à maintenir la pression qu'il y ait ou pas un gouvernement. La deuxième une, c'est celle de la Dépêche. Ce sont les agressions de médecins. Ça suffit, titre le journal. Les actes de violence qui ont augmenté de 26% en 2024. Un phénomène inquiétant qui mobilise les pouvoirs publics. Une loi entrée en vigueur cet été apporte des outils pour mieux lutter contre le fléau. Et puis la dernière une, c'est celle de Ouest France. On vient d'en parler. Pétrolier et flotte fantôme russe. Ce qu'il faut savoir, le pétrolier immobilisé fait partie des navires clandestins utilisés par Moscou pour contourner les sanctions qui frappent le pétrole russe. De quelle une avez-vous envie de parler ? Moi, j'aimerais bien le pétrole russe. Ça me rappelle un combat que j'ai mené à propos des exportations de l'Azerbaïdjan. Il a raison, Emmanuel Macron, d'hausser le ton ? Bien sûr, mais il y a une immense hypocrisie. Hypocrisie. Parce que moi, j'avais montré il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'une bonne partie du pétrole qui était exporté par l'Azerbaïdjan et du gaz, notamment vers l'Allemagne, provenait de la Russie. Tout le monde le savait. Voilà. Mais il ne fallait pas toucher à la sécurité énergétique de l'Allemagne. Donc on a fermé les yeux sur ce pétrole. Aujourd'hui, je vois qu'il y a la volonté d'aller un peu plus loin. Je doute de la sincérité de tout ça, tout simplement parce que l'Europe est encore très largement dépendante du pétrole, du gaz russe. Alors que c'est comme ça que Vladimir Poutine finance la guerre en Ukraine. Bien sûr. Et je rajouterais aussi du gaz et du pétrole américain. Parce que je ne suis pas sûr que ça soit absolument nos alliés jusqu'au bout. Donc on a besoin d'une souveraineté énergétique absolue. Ça va être difficile à faire, mais il faut commencer qu'on ne produit pas d'hydrocarbures, oui. On parle de ce qui s'est passé hier, cette journée de mobilisation nettement moins suivie que la précédente, le 18 septembre. C'est un échec pour vous ? Non, parce que la colère n'a pas baissé. La colère n'a pas baissé et la revendication sociale est de plus en plus forte parce que, et on va le voir avec les sujets que vous allez aborder, aujourd'hui, il y a un consensus fort sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays qui n'est pas résolu depuis 2017. Et le deuxième point, c'est la volonté absolue de justice fiscale. On ne peut plus accepter que ça soit toujours les mêmes qui fassent les efforts. Et il y a un consensus politique là-dessus, à droite comme à gauche. Je m'en félicite. Pour une fois, c'est la gauche qui a imposé ces sujets. C'est rare, ça mérite d'être souligné. Mais maintenant, il faut des réponses gouvernementales. Là, pour l'instant, je ne les entends pas. Mais hier, il a fait des premières réponses. Sébastien Lecornu, il a présenté quelques mesures. Rétablir la prime Macron, baisser l'impôt sur le revenu pour les couples juste au-dessus du SMIC ou défiscaliser les heures sup. Ça ne répond pas à vos attentes, ça ? C'est des cadeaux qui coûtent. Parce que si d'un côté vous abaissez les prélèvements et que de l'autre côté on vous explique qu'il faut trouver des solutions pour éviter que le déficit croisse, comment on fait ? Donc il faut trouver des ressources supplémentaires. Là, moi, j'ai rien entendu sur les ressources. Que les faibles salaires aient une fiscalité qui soit moindre, bien évidemment, tout le monde est d'accord. Mais après, il faut quand même trouver une solution pour que les recettes du budget de l'État, elles soient sauvegardées. Là, j'ai rien entendu là-dessus. Le Parti communiste est à Matignon aujourd'hui pour rencontrer Sébastien Lecornu. Vous attendez quelque chose de ce rendez-vous ? Rien. Il n'y a rien à négocier. Donc vous y allez pourquoi, du coup ? Par politesse. Parce qu'on est des gens polis, mais il n'y a rien à attendre. Vous pensez qu'il ne fera pas de concession à la gauche ? Monsieur Lecornu a décidé de gouverner avec la droite pour faire une politique de droite, les choses sont claires. Au moins, je trouve qu'on ne s'embarrasse pas. Voilà, c'est net. Et on voit bien que l'enjeu aujourd'hui pour le Premier ministre, c'est la discussion avec monsieur Retailleau. À quel niveau on va mettre la politique de droite au niveau que souhaite M. Retailleau ou que souhaite M. Lecornu. Le seul enjeu politique aujourd'hui. C'est comme ça que vous expliquez la sortie de Bruno Retailleau ce matin dans le Figaro qui dit que la participation des LR n'est pas acquise. Exactement. Il fait monter les enchères. Exactement. Et ce que je sens, ce que je redoute, c'est l'union des droites. C'est-à-dire que M. Lecornu aille chercher une majorité à droite et à l'extrême droite. C'est fort possible. Donc vous redoutez une alliance entre le socle commun et le Rassemblement national ? Tout à fait. Ça vous paraît possible ? Avec une forme d'abstention. C'est pas le discours tenu par Gabriel Attal, par Marc Fesneau pour le MoDem ? Il ne représente plus rien.
Ils ne représentent plus rien politiquement. Quelle est aujourd'hui leur force d'influence sur ce gouvernement? Nulle. Elle est nulle. Et si demain il y a une dissolution, ils ne pèsent plus rien. Voilà. Donc je crains que nous soyons dans une forme de ce que j'appelle le syndrome à l'italienne, où en Italie, Mme Meloni a été mise au pouvoir par Berlusconi. En France, Mme Le Pen pourrait être mise au pouvoir par une partie des Républicains, dont M. Retailleau. C'est ce que je crains parce que je vois qu'aujourd'hui, sur des questions clés, il n'y a quasiment plus de différence entre les idées du Rassemblement national et celles des Républicains. Mais pourtant, Sébastien Lecornu, dans son interview à la presse régionale, il dit qu'il discutera avec le Rassemblement national puisqu'ils ont des élus, mais pas d'accord. Non, mais il n'a pas besoin d'accord. Ce qu'il lui faut, c'est une forme de neutralité bienveillante. Et on l'a vu hier... Une abstention sur la censure. Mais bien sûr, et on l'a vu hier pour la répartition des postes à l'Assemblée nationale. La sortie de crise, elle se fera de ce côté-là, elle se fera à droite et à l'extrême droite. C'est le risque aujourd'hui pour la France. Où le socle commun a obtenu toutes les commissions, sauf la commission des finances, avec les votes du Rassemblement national hier. Le Parlement, justement, il a repris ses travaux. Est-ce que Sébastien Lecornu, il aurait dû nommer son gouvernement avant ? Écoutez, ça fait 3 semaines qu'on est l'arme au pied, il ne se passe rien. Et très sincèrement, ce que je sens là au Sénat, c'est une forme de démobilisation totale, absolue. Plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Ce gouvernement, on l'a trop attendu. On a le sentiment que ce n'est pas M. Lecornu qui le compose, mais M. Macron. Donc on revient à la situation antérieure. Tout ça va mal finir une nouvelle fois. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut que M. Macron comprenne qu'il a perdu les élections et que les Français veulent une autre politique. Et là, de nouveau, on change le contenant, mais le contenu est rigoureusement le même. Ça ne marchera pas. Vous avez des informations sur ce gouvernement ? J'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes parce qu'on dit que c'est un gouvernement resserré et j'ai très peur. Qu'il n'y ait plus de ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un ministère dédié, vous voulez dire un ministère autonome ? Tout à fait. Qui soit rattaché à l'éducation nationale ? Tout à fait. Il y a un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de secrétariat d'État depuis 1974. Ça fait 50 ans. Et là, il y a un risque qu'il n'y en ait plus. Ça serait un message effroyable lancé. Mais c'est une crainte ou vous avez des informations qui vous laissent à penser que ça va arriver ? C'est une crainte qui est justement fondée. Voilà. Parce que dans les différents gouvernements depuis 2017, la recherche n'a jamais été une priorité. Et là, on sent bien qu'il y aurait la volonté, en resserrant le gouvernement, de faire un immense ministère, éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, innovation, etc. Ça, c'est ma crainte. Ça sera un message terrifiant envoyé à la jeunesse de France parce que c'est leur ministère. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le ministère de la jeunesse, de l'innovation, de la science et de la connaissance. Allez, on va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Clermont-Ferrand. Bonjour Franck Charvet, merci d'être avec nous. Chef de rédaction des éditions du Puy-de-Dôme au journal La Montagne. Franck, à lire dans vos pages une interview d'Éric Larchevêque, un entrepreneur médiatique. Tout à fait, oui. Pour éclairer le débat sur la taxation des ultra-riches, nous publions aujourd'hui dans nos colonnes une interview d'Éric Larchevêque. Alors, qui est Éric Larchevêque ? Plus connu du grand public pour son rôle de juré dans l'émission de M6, qui veut être mon associé, que pour son rôle d'investisseur et entrepreneur. Donc c'est une personne qui a fondé la société Ledger, c'est une start-up de la tech française qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Donc forcément, il est très concerné par la taxation des plus riches et notamment par la taxe Zuckman. Cet entrepreneur nourrit une forte opposition. Donc pour lui, sous couvert de justice sociale, les créateurs deviennent même carrément l'ennemi à abattre. Donc une taxe qui qualifie d'inapplicable, d'atteinte à la propriété privée ou encore de confiscatoire. Donc la question à Monsieur le Sénateur, c'est quelle est votre position sur la taxation des ultra-riches que le Premier ministre semble avoir définitivement écartée, et plutôt que de taxer, ne serait-il pas plus efficace, comme le suggère Éric Larchevêque, de se concentrer sur une réduction massive des dépenses de l'État et des collectivités? Ah, j'adore ce discours, mais après, j'aimerais qu'il nous dise où il veut supprimer des postes de fonctionnaires. À l'hôpital, à l'école, dans la police, le discours est toujours le même. Il y a trop de fonctionnaires, mais quand on demande des précisions sur les fonctionnaires qu'il faut supprimer, là, il n'y a plus de réponse. Vous êtes du Puy-de-Dôme, je suis de la Corrèze. Est-ce que vraiment on peut dire que dans le Massif central, il y a trop de fonctionnaires ? Il n'y en a plus.
c'est fini. Et les gens aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils sont complètement oubliés par Paris. Il faut qu'ils aillent très loin pour aller à l'hôpital. Vous le savez, moi je suis de la Haute-Corrèze. Les femmes accouchent sur l'autoroute A89 pour aller à Clermont-Ferrand. Il n'y a plus de maternité. Voilà. Donc il faut supprimer encore des soins. Ce que j'aimerais dire à votre entrepreneur, et je parle en hystérien, c'est que l'économie, c'est un problème de répartition de la richesse. Il y a de la richesse qui est créée et il faut savoir où elle va. Depuis 2017, il y a eu une forte augmentation des déficits de l'État et concomitamment une baisse du pouvoir d'achat. Donc on ne peut pas dire que c'est les salariés qui ont capté la richesse. Au contraire, ils en ont perdu. Donc cette richesse, elle est allée ailleurs, elle a échappé à l'impôt, elle a échappé à la taxation. On n'y arrivera pas comme ça. Et les Français, ça c'est l'identité de la France, ils tiennent à la justice fiscale. Souvenez-vous, 1789, c'est ça. La prise de la Bastille, c'est qu'à un moment donné, les Français estiment qu'il y a un problème de justice fiscale. Donc si ce gouvernement n'apporte pas une solution à ce problème fondamental, nous aurons de nouveau une prise de la Bastille. Merci Franck, merci d'avoir été avec nous. La une de La Montagne, tout autre sujet. C'est concert phare à ne pas rater. C'est à la une de votre journal en cette veille de week-end. On va continuer à regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et ce matin, dans plusieurs journaux, on va le voir, c'est Shein qui fait la une. La marque d'ultra fast fashion qui a choisi la France pour ouvrir ses premiers magasins physiques dans le monde. 6 villes sont concernées, dont Limoges. Bonjour Émile Roger-Lamberty, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire justement de Limoges. Bonjour. Comment vous avez réagi à l'annonce de Shein d'ouvrir un magasin dans votre ville? D'abord, ça m'a montré que nous sommes dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Chine en plein de domaines. La deuxième chose, c'est que les commerçants ont pris conscience que les magasins chinois pouvaient venir alors qu'ils tiennent déjà le marché de la fast fashion, c'est-à-dire des produits pas chers et de grande quantité, sur Internet et livrés par Amazon. Donc c'est une découverte terrible pour les commerçants, avec une peur terrible d'avoir à fermer leur boutique face à une concurrence sur laquelle ils ne peuvent pas s'aligner. Mais comment faire? Comment vous pouvez vous y opposer? Vous n'avez pas les moyens, non? Non, nous, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on n'a aucun moyen de pouvoir s'opposer à cette ouverture. Mais vraiment, nous pouvons attirer l'attention de la population sur le fait de l'hyperconsommation et de l'hyperconsommation de produits pas chers. Et un autre drame, c'est que plus nous consommons des produits importés, moins nous les produisons nous-mêmes, moins nous produisons de richesses et moins nous avons de pouvoir d'achat pour pouvoir autosuffire et consommer correctement. Shein qui promet des créations d'emplois, qui promet de revitaliser les centres-villes, de prendre des engagements en ce sens. Pour vous, il n'y a pas néanmoins une opportunité à saisir? Vous savez, là c'est la double, voire la triple peine. Les galeries ont un fonctionnement un peu difficile et le fait d'ouvrir une boutique Shein risque d'amener un flux de jeunes consommateurs dans les magasins. L'autre problème, c'est si Shein vend beaucoup, l'ensemble des autres marques vendra de moins en moins et à partir de ce moment-là, nous serons dans une crise de plus en plus forte. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que nous découvrons aussi que l'hyperconsommation capitalistique que nous avons enseignée à nos enfants comme une valeur prédominante est le piège dans lequel notre démocratie, notre souveraineté nationale est en train de se perdre. Pierre Ouzoulias, comment vous réagissez Moi, je suis ravi quand j'entends le maire de Limoges parler ainsi. On sent qu'il reste chez vous, monsieur le maire, quelque chose de Limoges-la-Rouge, celle qui s'était levée au moment de la Commune de Paris. Je vous félicite. Je partage complètement votre point de vue. Bon, moi, je suis de la Haute-Corrèze et je vois ce que sont devenus les centres-villes de la Haute-Corrèze, que ça soit à Mémac, que ça soit à Neuvic et à Ussel. C'est terrifiant, c'est mort. Il n'y a plus aucune boutique et je pense que malheureusement les dernières boutiques d'habillement qui risquent vont fermer avec l'arrivée de ces grands groupes. Monsieur le maire, vous posez une question très juste. Est-ce que nous pouvons accepter aujourd'hui de laisser tous les produits de toute la planète, notamment de la Chine, arriver librement dans notre pays ?
Je ne le pense pas. Et je crois qu'il faut en finir avec le rêve de la globalisation heureuse. Non, la globalisation, ça ne rend pas les gens heureux. Et dans les territoires comme le vôtre, monsieur le maire, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qu'était la vie de ces territoires. Donc il faut repenser l'utilité des frontières. Et Trump agit, pas de façon appropriée à mon avis, mais pose les vraies questions. Est-ce que notre souveraineté, notre indépendance nationale, elle doit aujourd'hui passer par la fermeture des frontières? Je pense que oui, de façon ciblée. À un moment donné, il faut protéger. Et vous êtes maire de Limoges, pays d'élevage. Nous savons très bien, vous et moi, qu'avec le Mercosur, ça sera la fin de l'élevage de la limousine dans notre pays, monsieur le maire. Émile Roger. Alors, nous soutiendrons la limousine et monsieur le sénateur, je vous invite effectivement à militer pour que nous protégions notre agriculture et regardez comment un vieux gaulliste comme moi peut être d'accord avec un communiste. Et nous souvenons que nous avons redressé la France il y a bien longtemps et il faut que nous y soyons mobilisés. Ce que nous avons en commun, c'est la défense de la République, monsieur le maire. Tout à fait. Vive la République et vive... Et on va se quitter sur ces belles paroles. Merci Émile Roger Lamberty, merci beaucoup d'avoir été avec nous, maire de Limoges. On passe à l'actualité du Sénat, Pierre Ouzoulias, en plein conflit entre les médias Bolloré et l'audiovisuel public. Les sénateurs ont auditionné cette semaine le président de l'Arcom, l'autorité régulatrice. C'est votre éclairage. Quentin, c'était la toute première audition au Sénat de Martin Adjari, président de l'Arcom, l'ancien CSA. Oui, tout à fait. Une audition, vous le disiez, Oriane, dans un contexte très tendu. Il y a en ce moment en France un paysage médiatique polarisé. Il y a déjà l'affaire Le Grand Cohen, du nom de ces deux journalistes de Radio France, filmés en train d'avoir une discussion avec des responsables socialistes. Le Monde qui écrivait le 8 septembre que cette polémique fragilisait l'audiovisuel public. Il y a également l'affrontement entre les médias Bolloré et le service public. Les journaux du groupe qui relaient massivement les attaques envers les médias publics. Et Delphine Ernotte, la présidente de France TV, qui qualifie CNews, autre média du groupe Bolloré, de chaîne d'extrême droite. Enfin, je rajouterai que certains parlementaires de droite n'ont pas digéré la suspension de la chaîne C8 où officiait Cyril Hanouna. Et donc, prenons ces sujets dans l'ordre. Commençons par l'affaire Thomas Legrand-Patrick Cohen. Écoutez en audition le sénateur Max Brisson, très en colère, donc auprès du président de l'Arcom. C'était mercredi en commission. Autant le pluralisme est une obligation qui s'applique à l'ensemble des médias, privés comme publics, autant l'impartialité est dans la loi une des valeurs dont le régulateur... C'était la réponse du président de l'Arcom. Écoutons donc Max Brisson, qui lui était très en colère en commission mercredi. Indépendance ou impartialité lorsque nous apprenons les connivences politiques entretenues par deux chroniqueurs du service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen. Indépendance ou impartialité lorsque, à mots à peine couverts, ceux-ci distillent la manière dont ils souhaiteraient user de leur influence au service. Voilà, le président de l'Arcom qui a répondu à ce sujet dans son propos liminaire. Effectivement, la loi audiovisuelle de 1986 consacre l'indépendance de l'audiovisuel public, mais exige le pluralisme des expressions politiques sur les antennes et l'impartialité des journalistes, d'où la réponse qu'on a entendue tout à l'heure du patron du régulateur français. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Ouzoulias? Est-ce que vous comprenez la colère de Max Brisson face à ces soupçons de connivence? Et faut-il que le législateur précise la loi de 86 pour mieux définir l'impartialité des journalistes du service public? Première chose, les images et le son qui ont été pris l'ont été de façon illégale. C'est illégal de prendre sans l'accord de personnes des images pour les diffuser comme ça. Les journalistes proches de l'extrême droite qui ont fait ça n'ont pas respecté le code de déontologie des journalistes. Donc il y a une première faute de leur part, mais pour la connivence... Si je parle avec vous là... de façon privée en dehors du plateau et que vous prenez les images, vous ne pouvez pas les diffuser. Voilà. Là, ils ont rompu. Donc, c'est des méthodes de barbouze. Il y a une forme d'espionnage de l'extrême droite sur le service public. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Et sur les soupçons de connivence, ce que dit Max Brisson, est-ce qu'il faut préciser la loi, mieux définir l'impartialité des journalistes du service public? Mais moi, je pense, et c'est ce que j'ai dit lors de la commission, que le code de déontologie, ce qu'on appelle le manifeste de Munich, pourrait remonter dans le niveau législatif, mais s'imposer à tout le monde.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est les médias Bolloré qui respectent vraiment le code de déontologie? Moi, je suis allé de temps en temps sur le plateau. Je n'ai pas le sentiment que les journalistes soient impartiaux. Les journalistes sont des militants et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Moi, je défends l'Humanité, qui est un journal d'opinion communiste, qu'à côté, il y ait des médias Bolloré qui défendent les idées de l'extrême droite, ça ne me gêne pas. Mais qu'ils le disent, qu'ils l'assument. Et là, c'est le service public, c'est de l'argent public qui finance ces journalistes, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attaque frontale contre le service public de l'audiovisuel. Nous en sommes à la même situation qu'en Argentine avec Javier Milei et aux États-Unis. Il y a une forme de trumpisation de la droite française qui veut abattre le service public pour donner la totalité des médias à Bolloré. L'enjeu politique, il est celui-là. Le reste, franchement, c'est pas le plus important. Et il y a aussi une question sur l'Arcom. Est-ce que cette administration, qui semble très lente à réagir, très prudente dans ce débat politico-médiatique, est-ce qu'elle a les moyens de ses missions? Je suis très inquiet sur les attaques systématiques qui concernent les juges, le Conseil constitutionnel et les agences indépendantes comme l'Arcom. Et là aussi, on sent une forme de trompisation de la société française. Jusqu'à présent, personne n'attaquait le Conseil constitutionnel quand même, et l'Arcom. Donc ce sont des agences dont l'indépendance est garantie par la loi. Il faut les respecter, c'est ça la défense de l'état de droit. Oui, vous avez même parlé de constitutionnaliser ces agences. Tout à fait. Autre reproche, la place de Gabriel Zucman dans les antennes du service public. Oui, exactement. Il faut dire que c'est vrai que l'Économiste a fait la une de toute la presse ces dernières semaines. Sa taxe de 2% sur le patrimoine des plus riches en France est au cœur aussi des négociations politiques. Sur cette antenne aussi, on a parlé de cette taxe Zucman pour l'expliciter, comprendre pourquoi la gauche en faisait un véritable totem dans les négociations budgétaires. Mais la droite a dénoncé en audition une surreprésentation de l'Économiste sur les médias publics. Écoutez un deuxième extrait de la prise de parole de Max Brisson cette semaine. Impartialité ou indépendance lorsque du 10 au 20 septembre, Gabriel Zucman était invité des matins de France Culture, de C'est à vous sur France 5, du Grand Entretien sur France Inter et excusez peu du 20h de France 2, sans jamais de réelle contradiction et sans que jamais il soit indiqué que M. Zucman, loin d'être un simple économiste, était aussi le fournisseur de l'arsenal fiscal de la campagne européenne de M. Glucksmann et le co-rédacteur des programmes économiques de la NUPES et du NFP. Qu'est-ce que vous répondez à Max Brisson? Est-ce que le service public a commis une erreur? Je pense que la droite vient de comprendre que la gauche pouvait aussi, comme la droite l'a fait pendant très longtemps, mettre dans l'actualité des sujets de gauche qui concernent aujourd'hui ce que les Français vivent, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat. Voilà. Jusqu'à présent, c'est la droite qui dictait l'agenda politique de ce pays. Les économistes étaient tous libéraux sur les plateaux, vous pensez? Avec des thèmes que vous connaissez, l'immigration, la laïcité, etc., le terrorisme, etc. Là, la gauche vient enfin de préempter son dossier. Après, j'ai été stupéfait de la façon dont certains ont dénié M. Zucman sa qualité d'universitaire. C'est quelqu'un qui est respecté et derrière lui, il y a plusieurs prix Nobel. Ah. Donc, il y a... mais là, c'est pas ça qu'il dit Max Brisson. Il dit Gabriel Zucman, il était souvent sur les antennes du service public sans qu'on dise qu'il travaillait pour la NUPES. Mais... Quand vous questionnez sur les plateaux des chaînes Bolloré des personnes, personne vient faire remarquer qu'ils sont complètement dans la construction de l'idéologie de l'extrême droite. Oui, mais encore une fois, là, on parle de l'audiovisuel public. Mais pas de chaîne privée. Ce que j'ai vu pour l'audiovisuel public, c'est qu'il y a eu du débat contradictoire. Il y a des grands patrons qui sont venus sur les chaînes du service public en disant que c'était une façon d'assassiner la France, la taxe Zucman. Ça, je l'ai entendu. Ils se sont manifestés de façon extrêmement forte et ils se sont manifestés avec tous les médias qu'ils possèdent. Parce que le rapport de force, il est quand même inégal. Oui, mais justement, c'était ma dernière question, Pierre Ouzoulias. Comment comprendre cette tension du paysage médiatique actuel avec des journalistes, des responsables médiatiques qui sont en confrontation directe? On le disait tout à l'heure, c'est une des médias Bolloré, cette prise aussi de position de Delphine Ernotte. Comment est-ce que comment sortir de ces invectives délétères? Il y a une polarisation du débat politique qui
qui est très nette et qui fait que, alors ça c'est vrai pour M. Zucman, quand vous n'avez pas les mêmes opinions que la pensée commune actuelle de droite, vous êtes soit un wokiste, soit un extrémiste, soit un gauchiste. Il n'y a plus de respect pour la pensée de l'autre. Et ça, c'est un signal extrêmement dangereux qui montre que notre démocratie est en difficulté. Merci beaucoup Quentin. On se retrouve dans 20 minutes pour la revue de presse. Oui, on parlera par exemple des municipales à Marseille. Un petit coup de théâtre hier. Un petit coup de théâtre, effectivement, dans la campagne des municipales. Merci Quentin, merci Pierre Ouzoulias. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité pendant ces 20 premières minutes.